Donc je suis Céline Chartier, garde technicienne au groupe ornithologique normand. Je gère 2 réserves, hein, et je fais des suivis sur plusieurs ZPS, notamment la ZPS des terrasses alluviales de la Seine, où nous sommes ici. Zone de protection spéciale, c'est les zones Natura 2000 pour oiseaux. Donc le groupe ornithologique normand, on est une association d'environ 1000 adhérents qui a 50 ans cette année. Nous sommes une douzaine de salariés. Alors on est une association mais aussi une entreprise. Nous ne vivons pas de subventions, mais en fait l'État nous commande des études qui nous sont financées. Nous faisons aussi office de bureau d'études, par exemple pour les parcs éoliens ou les centrales nucléaires pour les goélands. Nous avons des études pour les goélands quand ils nichent à des endroits qui dérangent en fait l'homme. On travaille en binôme avec des sociétés de stérilisation d'œufs de goélands argentés afin d'essayer de réduire les populations de goélands, notamment sur les toits des villes, les toits plats des villes ou sur les industries comme les centrales nucléaires, comme certaines industries de Rouen. Nous, d'une part, au niveau des goélands, je repère les nids d'espèces protégées que je mets sur cartographie. Et après, je suis les équipes de stérilisation. Alors, on va sur les centrales nucléaires pour compter les goélands argentés, bruns, marins. Et après, on cartographie ceux qui sont des espèces protégées, les marins et les bruns, pour les sociétés de stérilisation qui vont venir stériliser les œufs de goélands argentés. Donc après, notre travail, c'est de surveiller que ces sociétés-là ne se trompent pas d'œufs. Donc là, c'est des équipes qui viennent, qui sont spécialisées là-dedans et qui mettent une huile sur les œufs qui fait que les adultes vont continuer à couver, mais les œufs vont être morts en fait. Donc en fait, au niveau des parcs éoliens, on travaille avant implantation pour savoir quels sont les oiseaux présents sur les zones, quelle est la direction du vent, quel est le sens migratoire des oiseaux. Nous travaillons pendant l'implantation, nous travaillons une vingtaine d'années après l'installation de ces éoliennes, quand ils changent les pales. En fait, nous tournons en rond autour des éoliennes pour essayer de trouver des cadavres. Et donc savoir l'impact qu'a eu les éoliennes vis-à-vis de la vie faune et des chauves-souris. Principalement dans le sud de la France, dans la région montagneuse, c'est un vrai fléau au niveau des grands planeurs, c'est-à-dire les vautours, les cigognes. Chez nous, c'est moins dramatique. Cependant, en bord de mer, on a plus d'animaux morts, d'oiseaux marins morts. C'est dû au style de vol, en fait, principalement. C'est les oiseaux qui planent plus. Ils se laissent dériver et puis ils sont happés par l'appel d'air qu'il y a au niveau des pales. Et c'est le même problème qu'on a avec les chauves-souris. Elles sont happées par l'appel d'air, en fait, comme c'est très léger. Dans les autres études, par exemple, je travaille sur le contournement est de la ville d'Évreux. Moi, ma part du travail, c'est les oiseaux nocturnes. Et j'ai un collègue qui fait les oiseaux de jour. C'est pour savoir si le tracé de l'autoroute ne détruira pas trop l'écosystème de cette zone. Nos données, en fait, sont entre guillemets vendues. Vendues pour un projet éolien, pour un projet d'autoroute, pour les rapports pour les ZPS qu'on doit donner à l'Union européenne. Nos données ne sont pas accessibles en fait au grand public. Pour les éoliennes, c'est les entreprises qui nous contactent, qui doivent monter les éoliennes dans certains sites définis. Et donc on vient pour étudier la vie faune qui est présente.
Et les centrales nucléaires, c'est directement EDF. Souvent, c'est des obligations de l'Union européenne. Les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe où en fait. Leur permis d'implantation ne pourra pas être fait si des études ne sont pas faites au préalable. Par exemple, on est sur un site où il y a, je sais pas, des périèches, pour prendre une espèce assez rare. On va donner un avis défavorable à l'implantation de cette entreprise. Après, la préfecture et l'État choisissent de nous suivre ou pas. L'Union européenne nous commande certaines années des rapports avec des chiffres de la vie-faune, enfin de toute la faune en fait, de zones qu'on doit étudier, et avec l'évolution des milieux, l'évolution des espèces, faire une concordance entre les deux, et voir ce qu'on peut faire comme un aménagement pour améliorer ces zones-là. Alors, j'ai une partie où je fais des suivis, c'est-à-dire que je compte le nombre d'oiseaux qui se trouvent. Le comptage des oiseaux sert à avoir un chiffre de la population d'oiseaux à un moment T. Notamment au niveau de la migration, ça peut nous permettre de savoir à l'échelon national le nombre d'une certaine espèce qu'il y a. On fait par exemple tous les ans le Wetland international, hein, qui est en fait sur les mêmes jours, on compte au niveau mondial tous les oiseaux d'eau. C'est des données qui nous sont demandées par des bureaux d'études, par des intercommunalités, par des structures comme l'OFB, l'Office français de la biodiversité, par l'État. On travaille en partenariat avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. L'OFB essaye de limiter par exemple la bernache du Canada, qui est une espèce invasive. La bernache du Canada, elle a été introduite par l'homme au XVIIIe siècle en Angleterre, parce que les Anglais trouvaient que c'était joli. Un peu comme dans les parcs des châteaux, les cygnes et tout ça. Et puis c'est un oiseau qui s'est très bien acclimaté à notre climat européen, parce qu'en fait elle vient du Canada, hein, d'où son nom. Et a commencé donc à s'étendre un peu partout en Angleterre, puis chez nous en Europe. Alors c'est une espèce invasive et en plus c'est une espèce problématique car comme beaucoup d'oies et de cygnes, hein, c'est de la même famille, c'est des espèces qui sont agressives. Et donc en fait quand un nid de bernache du Canada va s'installer quelque part, il n'y a plus rien qui niche autour. Donc là, il y a des programmes qui sont faits aussi par l'OFB afin de tirer sur les adultes, mais aussi de stériliser les œufs pour limiter leur reproduction. Les bernaches du Canada qui sont en pleine nature, comme toutes les espèces invasives qui sont en pleine nature, qu'on va essayer d'éliminer ou du moins de réduire leur propagation. Dernièrement, nous avons l'OFB qui est venu tirer une hérismature. Donc l'hérismature rousse est un canard invasif qui est originaire des États-Unis. Et en fait, le problème qu'on a avec cette espèce-là, c'est qu'il s'hybride très facilement avec une autre hérismature européenne, hein, qui elle est sur le déclin. Pour éviter la disparition de l'hérismature à tête blanche, nous sommes donc obligés de tirer sur l'hérismature rousse qui n'est pas de chez nous et qui vient entre guillemets polluer génétiquement la deuxième espèce, cousine. Donc certains ornithologues sont aussi bagueurs. Alors qu'est-ce que le bagage? En fait, c'est mettre une bague en métal sur les pattes des oiseaux, ou mettre aussi des marquages colorés sur les pattes. Souvent, c'est combiner les deux. Ça sert à quoi? C'est une carte d'identité de l'oiseau qu'on a capturé.
C'est-à-dire que maintenant, quasiment tous les programmes de bagages, on note, on trouve une bague, si elle a une bague colorée, avec avec une bague colorée et des symboles alphanumériques, on va pouvoir retrouver sur internet par un site qui l'a bagué, contacter la personne et il nous dira où est-ce qu'il l'a bagué, s'il était poussin, s'il était adulte, des choses comme ça. Il nous envoie sa fiche d'identité. Alors comment on les attrape? Alors soit au nid, c'est le cas des cigognes par exemple, des cigognes blanches. C'est une espèce qu'on baguait il y a encore assez récemment en Normandie, mais elle a une telle expansion qu'on a jugé que c'était plus trop la peine. On a eu des cigognes qui avaient eu des GPS, hein, c'est pas nous qui les avions posés, ce qui nous permet de les suivre vraiment à la trace, heure par heure. Alors le bagage des cigognes nous a permis de comprendre certaines problématiques, notamment de comprendre de savoir jusqu'où elles allaient. En migration quand elles partaient. En fait, à une époque, elles allaient jusqu'en Afrique noire. On le savait parce que généralement, les Africains, quand ils tuaient une cigogne pour se nourrir, ils nous renvoyaient les bagues métal. Aujourd'hui, on sait que c'est plus trop le cas, qu'elles migrent, quand elles migrent jusqu'en Espagne, mais pas beaucoup plus loin. Alors pourquoi? Alors déjà le réchauffement climatique, mais aussi parce qu'en Espagne, comme en France, on a beaucoup de décharges à ciel ouvert. Donc actuellement, les décharges à ciel ouvert en France sont en train de se terminer. Et donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, puisque maintenant au niveau des adultes, c'est environ un tiers des adultes qui restent en France l'hiver, qui ne migrent plus en fait. Et tout ça on le sait par le bagage notamment. On se rend compte quand on allait au nid pour baguer les poussins qu'on trouvait de tout et de n'importe quoi, hein, des tétines, des couches. Ils les nourrissent de n'importe quoi. La cigogne c'est carnivore mais c'est aussi charognard, hein. Donc des bouts de viande qu'ils vont pouvoir trouver dans nos poubelles ou des choses comme ça, une fois dans les décharges à ciel ouvert, elles en trouvent quoi. Alors dans les programmes de bagages très importants que nous avons actuellement, nous avons celui sur le phragmite aquatique. Donc le phragmite aquatique c'est un oiseau, un passereau, qui va nicher dans les prairies en Pologne. Alors pourquoi il est en train de disparaître? Notamment à cause des pratiques agricoles qui sont de plus en plus en train de s'industrialiser. Et comme c'est un oiseau qui va nicher dans les prairies, eh bien, par les tracteurs et les fauches de plus en plus précoces et de plus en plus souvent, les nids avortent en fait, comme pour beaucoup d'espèces. Donc en fait, il y a eu un programme de bagage qui a été organisé il y a une dizaine d'années pour savoir où en était exactement l'espèce. Par exemple, en France, on a de nombreux sites de bagages au filet. C'est-à-dire que on va mettre des magnétophones au lever du jour, ce qu'on appelle une repasse, pour les attirer. Ces oiseaux-là, ils migrent la nuit et viennent dormir le jour dans les prairies. Donc pour parler du département de la Manche, par exemple, on doit avoir 5 ou 6 stations. On en a une en baie du Mont-Saint-Michel, on en a plusieurs dans les marais de Carentan, parce qu'il faut que ça soit des zones de marais. Et on s'est rendu compte notamment que sur une de nos parcelles sur lesquelles on était propriétaire, on était réellement dans le couloir migratoire. C'est-à-dire que 10 km avant ou 10 km après, il n'y a rien. Et sur une portion de 2-3 km, tout passe là. Et l'oiseau passe à cet endroit-là. Alors, déjà, ça permet de savoir que voilà, il passe dans des endroits précis. Ça nous permet aussi d'avoir des chiffres chaque année, de savoir si ça a été plutôt une bonne année pour la reproduction ou pas.
parce que bien sûr on identifie les jeunes des adultes. Et puis nous, ça nous permet déjà de modifier peut-être nos comportements agricoles sur nos parcelles, vu qu'on est propriétaire, on a cette possibilité-là. En fait, on ne peut pas faire grand-chose à part ne pas faucher les parcelles où elles passent. Donc c'est des oiseaux qui passent en août, hein. Donc généralement, les bagueurs, ils sont présents de fin juillet à fin août.